Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Vous êtes Marion Maréchal, directrice de l'ICEP à Lyon, retirée, du moins un temps, certains disent de la vie politique, mais toujours engagée sur le terrain des idées. En cette période électorale, c'est l'effervescence des idées. Quels sont selon vous les nouveaux clivages politiques? Où vous situez-vous dans le camp dit national ou nationaliste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Et puis nous évoquerons bien sûr la situation à la frontière polonaise. De quoi est-ce le révélateur? On va justement démarrer par cela. Crise migratoire, invasion migratoire, disent certains, drame humain, s'indignent d'autres. Comment vous qualifiez ce qui se passe en ce moment à la frontière polonaise? Oui, on voit bien là qu'il y a une œuvre de déstabilisation politique dans laquelle l'immigration est une arme. Mais on feint d'être surpris, mais ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois seulement de cela, le Maroc a utilisé exactement le même procédé contre l'Espagne. On l'a oublié. 8000 migrants qui ont volontairement été laissés vers la frontière espagnole dans le cadre d'un conflit qui les opposait tous les deux. La Turquie, à de très nombreuses reprises, a également utilisé le chantage migratoire. Je me souviens notamment au moment où l'Union européenne avait critiqué son intervention, ou son rôle du moins, obscur en Syrie. Ça a été le cas également lorsque l'Union européenne ne voulait pas verser la deuxième tranche de milliards, souvenez-vous, dans le cadre de l'accord entre l'Europe et la Turquie. Ça a été le cas aussi lorsque la Turquie demandait de fait le redessinage des zones économiques exclusives, donc des zones maritimes avec Chypre et avec la Grèce. Et donc on voit bien que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais qui feint de s'étonner de cela? Qui? D'une certaine manière, la Commission européenne, parce qu'on voit bien que là, on feint de découvrir que finalement, l'immigration peut être utilisée comme un moyen de pression. Ce qui est assez étonnant, c'est la réponse à géométrie variable à laquelle on assiste. C'est-à-dire que face à la Turquie, on donne les milliards et on met quelques petites sanctions, mais absolument dérisoires, et surtout on évite de s'offusquer publiquement. Face au Maroc, silence radio. Face aux ONG qui, elles, organisent, c'est de notoriété publique, le trafic de migrants, là on applaudit, on subventionne. Et en ce qui concerne la Biélorussie, on a un frémissement de réaction, mais qui ne va pas jusqu'à, par exemple, le soutien financier de la construction du mur voulu par la Pologne et par 12 autres, d'ailleurs, États européens, qui plaident pour qu'il y ait des frontières physiques maintenant qui soient mises en place, pour ne pas être à la merci du chantage permanent de ces pays. Mais là, s'agissant de la Biélorussie, quand même, c'est pas les ONG qui font venir les migrants. Non, là, pour le coup, c'est carrément le régime biélorusse qui achemine je suis totalement des d'accord. migrants depuis la Syrie, depuis le Liban, jusqu'à la frontière avec l'Union européenne. Et puis derrière, on voit l'ombre de Vladimir Poutine quand même. Est-ce que vous pensez comment est-ce qu'on doit réagir face à ça? Je fais un parallèle simplement parce que vous avez raison, les ONG ne sont pas des États, mais néanmoins, on est face à un trafic organisé de fait et subventionné en partie par de l'argent public, parce que c'est souvent des associations qui sont applaudies par la gauche. Et ce que je veux dire, c'est que c'est amusant de constater que dans un cas, c'est admis comme une œuvre de déstabilisation, et dans l'autre, c'est considéré comme une œuvre de richesse. Voilà. En ce qui concerne la Russie, et là, en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes français qui explique qu'il n'y a pas de preuve formelle pour l'instant, en tout cas, du rôle de la Russie. Mais ce qui est sûr, ce qui est absolument sûr, c'est que de toute façon, cette crise entre l'Europe et la Biélorussie sert la Russie. Pourquoi? Parce que plus les relations sont mauvaises entre la Biélorussie et l'Union européenne et la Pologne, plus elle a la certitude que le régime biélorusse restera dans son giron. Alors que, souvenez-vous, les relations n'étaient pas si bonnes d'ailleurs avant la réélection du président biélorusse. Et donc, elle a l'assurance qu'elle ne glissera pas inexorablement vers l'appel otanien et qu'elle restera dans son giron stratégique. Donc, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la Russie a intérêt à cela. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Union européenne a intérêt à cela? Parce que finalement, cette crise, elle est aussi le résultat d'une espèce de guerre froide, si on devait prendre un peu de hauteur, entretenue avec la Russie et ses alliés, qui vient à la suite des sanctions qui ont été décidées à l'égard de la Biélorussie suite à ces élections. Il n'y a pas de doute sur le fait que le président n'est pas un démocrate, on est d'accord. Mais les Chinois non plus, les Qataris non plus, les Saoudiens non plus, les Turcs non plus. Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours ce problème de cohérence dans la manière dont les relations internationales sont conduites. Comment on agit, comment on réagit? Vous avez un prisme, en tout cas une proximité peut-être avec Poutine et le régime, non, plutôt plus qu'atlantiste, nous sommes bien d'accord. Ah non, moi je suis pour un rapport d'équilibre. Je n'ai pas une fascination pour les Russes, je n'attends pas ce que les chars russes viennent nous sauver. Je n'ai pas non plus une fascination pour les Américains. Ils peuvent être des alliés de circonstance ou des partenaires. Ils peuvent aussi être des adversaires résolus les uns comme les autres selon les sujets dont on parle. Voilà, mais je suis pour un rapport d'équilibre et je ne suis pas sûre que l'Union européenne ait intérêt
à ce que la Russie, qui est ce partenaire notamment énergétique et géopolitique, soit systématiquement présentée comme le grand méchant loup du jeu mondial. Voilà, tout simplement. Alors, la crise des migrants, en ce moment, pose plusieurs questions. Parmi celles-là, la question de la frontière, tout simplement. Est-ce que les Polonais sont en droit de défendre leurs frontières? On ajoute un élément, c'est vécu comme une menace existentielle. Est-ce que les autorités européennes comprennent la légitimité de cette préoccupation, c'est-à-dire une vague migratoire vécue comme une menace existentielle? Ah non, je ne crois pas du tout. Mais alors, première réponse, les Polonais sont évidemment légitimes et ils ne défendent pas d'ailleurs la frontière polonaise, ils défendent la frontière européenne. On a là le cœur nucléaire d'un sujet qui devrait être le premier levier de coopération entre Européens, la question de la protection de nos frontières communes. Mais l'idéologie de la Commission européenne empêche que ça soit pris à bras-le-corps. On voit bien que, notamment Frontex, bien que les budgets aient été augmentés, il y a eu de nombreux rapports là-dessus, ne fonctionne pas, n'a pas un mandat clair, n'a pas un rôle qui est bien défini et qui du coup le rend efficace. Les relations d'ailleurs sont tellement exécrables entre la Pologne et la Commission que la Pologne a refusé que les gardes-frontières de Frontex interviennent, parce que j'imagine qu'ils doivent se dire qu'ils vont davantage être là pour observer et faire des leçons humanitaires plus que pour véritablement aider. Donc c'est vous dire l'idéologie. Vous avez dit l'idéologie de l'Union européenne. L'idéologie pro-immigration, multiculturaliste, qui considère que l'immigration est d'ailleurs une partie de la solution aux problèmes démographiques que Pourtant, connaît les l'Europe. autorités européennes tancent la Biélorussie et plutôt, même si vous estimez que le soutien est timide à l'égard de la Pologne, soutiennent la Pologne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, ils tancent la Biélorussie, certes, pour toutes les raisons aussi géopolitiques dont on a parlé, mais concrètement, la réponse, quelle est-elle? C'est-à-dire qu'il y a le refus quand même aujourd'hui de la présidente de la Commission de financer ce mur, qui manifestement serait quand même une partie de la solution. On voit bien que la Hongrie a commencé à mettre en place une protection physique de ses frontières et que cela a quand même manifestement fonctionné. L'Union européenne, régulièrement sur le plan migratoire, et c'est vrai dans le droit européen et dans la jurisprudence européenne, met en place des législations qui sont extrêmement laxistes et qui sont autant d'appels d'air finalement à cette immigration. Je pense notamment au droit d'asile, qui aujourd'hui est très largement régenté par le droit européen. Là, au moment où nous parlons, il y a une situation, il y a le froid, il y a tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une urgence. Vous n'êtes pas aux responsabilités, mais vous parlez d'une construction d'un mur. Et aujourd'hui, quand il y a des milliers de migrants qui sont là, que fait-on? Mais madame, j'entends bien. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous commencez à dire, exactement d'ailleurs comme l'avait fait François Hollande à l'époque, avec l'immigration syrienne, entre autres choses, nous ouvrons nos portes, nous les accueillons, vous vous doutez bien que demain, ce ne seront pas 4000 migrants qui vont être stockés à la frontière, mais ce seront des dizaines de milliers, exactement comme d'ailleurs 10 000 Algériens sont passés par l'Espagne il y a quelques mois dans l'indifférence générale. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de pouvoir accueillir ces personnes. Donc il faut faire en sorte qu'elles puissent être reconduites d'où elles viennent. Probablement d'ailleurs, alors ça a commencé à être fait, poser aussi la responsabilité des Biélorusses, vous l'avez dit, mais peut-être aussi de la Turquie, puisque manifestement la compagnie aérienne Turkish Airways aurait contribué à ce que ces migrants passent par ces compagnies aériennes pour ensuite arriver par la frontière biélorusse. Donc on voit bien qu'il y a tout un système organisé de passage et de trafic à chaque fois qui devrait être démantelé de bout en bout. Oui, mais comment on fait pour les reconduire? Ils sont en Biélorussie, donc on prend des sanctions contre la Biélorussie, on accroît ces sanctions. D'ailleurs, l'Europe doit prononcer demain de nouvelles sanctions, mais... Il y a en effet, cette pression alors précisément la situation est le résultat des sanctions qui ont été émises contre la Biélorussie, comme vous le savez, à la suite de la manière dont ont été conduites les élections. Je ne suis pas sûre que le résultat ait été extrêmement efficace. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, il faudrait que les Russes interviennent dans le dispositif. Ce pourquoi d'ailleurs nous aurions intérêt à non, plutôt que de les vilipender, chercher à travailler avec eux, parce qu'une partie de la réponse se trouve dans la relation que la Russie a avec la Biélorussie. Parce que je vous le disais tout à l'heure, si nous braquons également les Russes, le résultat est que finalement cette crise leur servira, et que si les Biélorusses décident de couper le gaz comme ils menacent de le faire auprès de l'Union européenne, de toute façon, ce gaz passera par les gazoducs russes. Donc au final, ils finiront par être les gagnants du dispositif. Alors, on parle beaucoup du contraste entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale aujourd'hui. Comme si l'Europe centrale était plus conservatrice et l'Europe de l'Ouest avait renoncé à une certaine idée de la nation, de l'identité, tout ça. Mais est-ce que ce contraste est aussi fort qu'on le dit? Est-ce que si on se détache des élites et on se tourne vers les peuples, est-ce que les mêmes angoisses existentielles existent aujourd'hui en Pologne, en Hongrie, en France, en Italie? Ou est-ce qu'il y a véritablement une différence presque de civilisation au cœur même de l'Europe?
Non, je pense que cette angoisse, elle est partagée, même si elle est vécue de manière différente. J'ai souvenir, lorsque je me suis rendue à Budapest il y a quelques semaines de cela, d'avoir entendu l'intervention d'un certain nombre de ministres, dont des ministres polonais, qui, au cœur de leur discours, parlaient justement de cette angoisse existentielle, de cette menace migratoire. Et d'ailleurs, le premier exemple qu'ils citaient, comme un contre-exemple, évidemment, c'était la France. Mais est-ce que ce sont pour autant des modèles pour vous, Pologne, Hongrie, des modèles à suivre? Mais non, mais si vous voulez, à partir du moment où vous êtes attaché à la souveraineté des peuples, vous admettez quand même, et ça devrait être le cas de l'Union européenne, que chaque pays ait une culture, une singularité, un être au monde qui lui soit propre. Donc moi, je ne suis pas choquée que les Polonais aient une certaine approche de la politique, un rapport, un vécu culturel qui soit différent d'une autre. Et je ne suis pas là pour leur expliquer comment ils doivent vivre, d'autant plus... Mais jusqu'où, Marion Marchal, la Pologne, ce qui lui est reproché, ce sont quand même des réformes judiciaires qui sont très controversées. C'est-à-dire, et l'Union européenne vous dit, c'est pas les mêmes valeurs. Ce qui est assez amusant sur cette affaire de la Pologne, c'est qu'on a expliqué, on a dit oui. Alors finalement, la Pologne, dans le cadre de sa cour constitutionnelle, a expliqué que le droit polonais est donc supérieur au droit européen, précisément parce qu'il y avait eu des conflits, vous l'avez dit, l'Union européenne a reproché notamment à la Pologne un certain nombre de projets de loi ou de réformes de la justice, de projets de loi sur l'avortement, sur un certain nombre de sujets bioéthiques. Et la première réponse qui a été faite par les commentateurs, c'était de dire oui, mais c'est scandaleux, d'autant plus que la Pologne a signé ces traités, donc elle était d'accord. Mais pardon de vous dire qu'à aucun moment, les traités de l'Union européenne ne sont censés régir l'organisation de la justice des différents pays. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la réforme, c'est pas le sujet. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais je réponds sur la légitimité. Vous répondez sur et je réponds sur le fait aussi qu'à aucun moment, il n'a été, au moment de la signature des traités, dit qu'il y aurait une telle dérive idéologique de la part de la Commission européenne qui consiste aujourd'hui à imposer un agenda, de militantisme LGBTI à tous les niveaux, d'un progressisme bioéthique forcené, qui consiste aujourd'hui à un manque total de subsidiarité et à imposer une vision sociétale aux pays. Les pays n'ont pas signé pour cela. Les dérives d'une réforme judiciaire qui contraint... Non, mais moi, alors, je vous le dis, je vous le dis, la liberté, je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout de celles qui défendent l'idée de cette réforme, et je l'aurais pas conduite comme cela en France, donc j'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les pays sont pris en otage par cette dérive, cette extrapolation des traités, ce piétinage finalement de la Commission qui cherche à imposer de plus en plus de choses en dehors du cadre des traités. Et c'est d'ailleurs pas autre chose, pardon, je finis là-dessus, qu'a dit également la Cour constitutionnelle allemande, qui elle n'était pas dans C'est autre chose, c'était sur un autre sujet. Alors c'était tout à fait sur un autre sujet. C'était pas du tout sur le même thème. C'était pas du tout sur le même thème, mais c'était au fond, c'était le même résultat. C'était de dire, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne sort de son mandat des traités. Elle ne respecte pas la lettre des traités, et donc je demande à ce que cette lettre des traités soit respectée. Donc évidemment, c'est pas la même affaire, c'est pas la même décision du tout, mais au final, on se retrouve un peu dans la même conséquence, si je puis dire. On va marquer une pause, on va continuer à évoquer ces sujets, et vous poser la question, si le droit national prime sur le droit européen, est-ce que ce n'est pas une forme de Frexit déguisé, tout simplement non dit? Et puis nous parlerons évidemment de la scène politique en ce moment, de cette campagne, ou déjà pré-campagne. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Retour en direct pour votre émission Le Grand Rendez-vous avec notre invité ce dimanche, Marion Maréchal. Vous avez théorisé depuis un certain temps l'alliance des droites et votre envie de voir tomber les digues entre la droite traditionnelle et disons la droite nationale ou nationaliste. Éric Zemmour porte aussi cette volonté d'union des droites. Est-ce que vous avez le même projet ? Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai défendu cette stratégie avant lui, parce que je pense que, en l'occurrence, il est commentateur depuis beaucoup plus longtemps que je n'ai fait de la politique, donc ça a été un peu deux analyses et deux conclusions, j'imagine, parallèles. Je suis pas sûre que l'union des droites soit un projet en tant que tel. Hein. L'objectif dans la vie, c'est pas de se battre pour la droite, c'est plutôt un moyen de rendre l'accession des idées nationales aux affaires plus évident, tout simplement. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'ailleurs d'une alliance de partis, parce que je pense que personne peut légitimement imaginer aujourd'hui qu'il puisse y avoir une alliance entre typiquement le RN, par exemple, ou les Républicains, mais une alliance de
de personnes, de personnalités. C'est vrai qu'à l'époque, notamment RN, moi j'avais plaidé au moment des législatives pour ce qu'il y ait des listes blanches et non pas des listes noires. Ça veut dire identifier des candidats chez les Républicains qui sont suffisamment, on va dire, compatibles avec le RN pour ne pas leur mettre de candidats en face dans l'espoir que celui-là en puisse... dépassant les étiquettes et Exactement. pas savoir qui a eu la primauté de cette idée, mais vous partagez ce... Voilà, après, je trouve que c'est une partie de la réponse. Elle n'est pas exclusive, mais en tout cas, elle aurait dû, selon moi, s'imposer depuis longtemps dans le débat politique, surtout au moment où les Républicains, souvenez-vous, au moment de la guerre Copé-Fillon, c'était quand même très largement effondré, où il y avait un espace pour pouvoir remplir à ce moment-là, qui n'a pas été malheureusement pris. Au-delà de la fusion des appareils que vous laissez de côté, quel doit être le noyau doctrinal de cette éventuelle union des droites? Ce que je constate aujourd'hui, parce qu'on dit beaucoup que les clivages évoluent, bougent, changent, que le clivage droite-gauche est dépassé. On y oppose d'ailleurs souvent de nouveaux termes très intéressants, d'ailleurs, que ce soit le progressisme, le conservatisme, le populisme, le nationalisme, le mondialisme, le localisme, j'en passe et des meilleurs. Tous ces clivages d'ailleurs ayant un peu de véracité et de la justesse, même si souvent ils sont cantonnés au monde des idées. Ils ont beaucoup de mal à devenir opérationnels dans le monde politique. Selon vous ? En tout cas, les Français ont du mal à s'approprier ces termes. Je pense que vous rencontrez pas beaucoup de gens dans la rue qui vous disent « je suis localiste, je suis mondialiste, je suis populiste ». Voilà, c'est des termes qui sont intéressants pour analyser le monde des idées. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que comme depuis le début de son histoire, en fait, la gauche et la droite est tout simplement en train de muter. Quand on est très loin de pour ou contre le veto du roi. La droite et la gauche du siècle dernier n'étaient pas la même que la droite et la gauche dans les années 80. Je pense que typiquement dans les années 80, on était face à un clivage qui était d'abord un clivage économique, pour simplifier, entre une économie socialiste ou marxiste et une économie plus libérale, quand la droite à l'époque se contentait d'être une droite des affaires. Et aujourd'hui, le clivage est en train de muter vers la question identitaire au sens large. Et j'inclus plutôt dans identité, évidemment, la question de l'immigration, la question que pose la présence de l'islam sur le territoire, mais j'inclus aussi, plus largement, ce qui pourrait peut-être vous surprendre, y compris les sujets, par exemple, qu'on qualifie de bioéthique. On va en parler. Vous attachez une importance à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un clivage à l'intérieur de la droite entre, et comme d'ailleurs se qualifient les Républicains, la droite républicaine et une autre droite, peut-être incarnée aujourd'hui par Éric Zemmour, et ses radicalités? On voudrait vous faire réagir à la dernière polémique en date. C'est ainsi aujourd'hui que va la campagne, puisque Éric Zemmour a créé cette polémique vendredi en accusant François Hollande à propos des attentats du 13 novembre 2015. On vous propose d'écouter et de regarder. Ce que je reproche justement à François Hollande et ce que je reproche justement à tous les pouvoirs publics depuis des années, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a une guerre de civilisation qui nous est menée sur notre sol. Être président de la République, ce n'est pas seulement organiser des marches blanches. Ce n'est pas seulement, comme le dit M. Hollande, ne pas vouloir diviser les Français. C'est protéger les Français quand on leur fait la guerre. François Hollande qui n'aurait pas protégé les Français et donc une intention de ne pas les protéger. Est-ce que vous condamnez ces propos ? Non. D'ailleurs, je ne comprends même pas la polémique et je ne crois pas que le RN ait dit quelque chose de différent, à juste titre, pour une raison simple. Je ne crois à aucun moment qu'il y ait eu l'intentionnalité, évidemment, de François Hollande de causer la mort de qui que ce soit. Ça me paraît évident. Néanmoins, son irresponsabilité à l'époque est une irresponsabilité criminelle. Criminelle tout simplement parce qu'elle a entraîné la mort de personnes. Quand vous dites criminelle, ça induit une intention. Non, pas nécessairement. Je veux dire, c'est une irresponsabilité criminelle tout simplement parce que François Hollande lui-même admet à l'occasion du procès que précisément il avait des informations certaines comme quoi les renseignements lui avait indiqué qu'il y aurait parmi le flot de réfugiés de potentiels terroristes envoyés par Daesh. Daesh, d'ailleurs, à l'époque, avait lui-même indiqué qu'il utiliserait ce levier pour pouvoir envoyer des terroristes. Le RN, à l'époque, il faut lui rendre hommage là-dessus, avait été le seul parti à alerter sur la situation dans l'indifférence générale parce qu'ils avaient eu vent de ces informations. Et non seulement François Hollande n'a pas bloqué les frontières, n'a pas régulé ses flux, mais bien au contraire, il s'est même entendu à l'époque avec Angela Merkel pour organiser l'arrivée de ces migrants de manière durable. Là, vous insistez sur l'intention, encore une fois, parce que je pense que l'intention de François Hollande, c'était une intention naïvement humaniste. C'était pas l'intention de causer la mort de qui que ce soit. Mais cette intention naïve et cette irresponsabilité a entraîné des choses gravissimes. Voilà, évidemment que François Hollande n'a jamais eu l'intention, à aucun moment... Mais vous ne condamnez pas les propos d'Éric Zemmour. Vous dites que vous ne comprenez pas la polémique, mais elle vient de là, justement, parce que Éric Zemmour à quel moment Éric Zemmour dit François Hollande avait l'intention de tuer des gens ?
Il a dit que le pouvoir de l'époque aurait préféré que des Français meurent. Il a dit il n'a pas protégé les Français. Excusez-moi, factuellement, c'est vrai. Non, il n'a pas dit, il n'a jamais dit que le pouvoir en place voulait que les Français meurent. Non, jamais de la vie, il n'a jamais dit ça. Aurait préféré que des Français meurent, si. Non, il n'a pas dit aurait préféré. J'ai pas entendu ça. Alors, je sais pas. Comment Manuel Valls d'ailleurs a réagi, il a réagi en disant c'est faux, c'est ignoble, c'est inacceptable, il ne serait pas. Alors moi je sais pas, je m'en tiens à ce que vous venez de me montrer là en l'occurrence, mais évidemment qu'à aucun moment il y a l'intention de faire mourir qui que ce soit. Mais de dire qu'à l'époque, le gouvernement n'a pas protégé les Français, mais pardon, c'est vrai. Mais vous imaginez ce que pensent les parents, les familles des gens qui ont perdu des proches dans ces attentats terroristes quand ils entendent le président de la République dire on savait qu'il y avait cette menace et on ne vous a pas... qu'il y a un risque zéro. On ne vous a pas protégé. N'est-ce pas ça l'erreur est une forme d'indignité de laisser croire qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais il y a quand même une différence entre il n'y a pas de risque zéro, avoir connaissance d'un risque factuel avéré grave et ne rien faire face à la connaissance de ce risque factuel avéré grave. Il y a quand même une distance entre les deux, puisque là, manifestement, il y aurait eu une réponse à apporter. Alors, est-ce que cette réponse aurait été parfaitement efficace ? Personne ne peut le dire. Si ça se trouve, il y aurait quand même eu des terroristes qui se seraient glissés, mais au moins... le gouvernement de l'époque aurait fait ce qu'il eût été nécessaire de faire. Voilà. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas été mis en accusation de grave irresponsabilité qui a entraîné la mort de dizaines de personnes. C'est juste ça. Donc. Une grande partie de la classe politique, si ce n'est la quasi-entièreté de la classe politique, a condamné ces propos. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire campagne, en tous les cas pour un presque candidat, un très probable candidat, avec des radicalités. Dans Le Parisien, Samuel Sandler, dont le fils et les deux petits-fils ont été assassinés par Mohamed Merah en 2012 à Toulouse, dit qu'il attend des excuses d'Éric Zemmour pour avoir pointé le fait que ses victimes avaient été enterrées en Israël. Est-ce que ce qui avait été écrit, ce qui est écrit dans le livre d'Éric Zemmour, ça vous a choqué, ça vous a interrogé ou interpellé? Je trouve que c'était à minima horriblement maladroit. Alors parce que Éric Zemmour... Il doit s'en excuser, Éric Zemmour. Je trouve qu'il a légitimement, il a pas illégitimement plutôt blessé des gens, et donc quand on blesse des gens sans avoir l'intention de le faire en plus, parce que je crois pas qu'Éric Zemmour ait eu l'intention de blesser ces gens, ça me choquerait pas qu'il puisse y avoir des excuses, sincèrement, parce qu'en l'occurrence, ces pauvres victimes n'y étaient pour rien, ces familles n'y étaient pour rien, et donc le parallèle était extrêmement maladroit. Là, Éric Zemmour a voulu faire une analyse sociologique. Ce sont des polémiques ou des radicalités recherchées. Je pense qu'il y a, si vous voulez, la difficulté à passer d'un homme qui était malgré tout jusqu'alors plutôt un intellectuel, qui va faire des analyses sociologiques, qui va écrire des essais dans lesquels il va analyser la situation française, à un homme politique, avec la parole de l'homme politique qui aspire à être un homme d'État. Elle n'est pas la même que celui du sociologue ou de l'intellectuel. Ça porte atteinte à sa crédibilité, vous pensez, aujourd'hui ? Ce genre de polémique? Ça, c'est les sondages et les dynamiques qui le diront. Après, est-ce qu'ils le disent aujourd'hui avec une forme de tassement je dans pense les typiquement, sondages. par exemple, sur la polémique de François Hollande, je pense qu'il y a un émoi dans la classe politique, mais ce qui est logique, puisqu'en fait, c'est eux qu'on met directement en cause. Donc, c'est normal qu'ils se défendent. Il y a un émoi dans la classe médiatique. Je ne suis pas sûre que les émois politiques et médiatiques soient toujours les émois populaires. Voilà. Donc, ça, c'est le temps qui le dira. Mais non, je n'ai pas le sentiment que ce soit ça pour l'instant qui l'est particulièrement freiné. Bon, après, vous savez, parfois il y a une forme, certains disent que les professionnels de la politique souffre précisément de ce statut. Certains lui donnent crédit d'être plus authentique, d'être en dehors du système. On verra les limites. Moi-même, comme vous, je suis une observatrice dans ce jeu-là. Je ne sais pas ce qu'il va advenir derrière cela. Eh bien, on va ce style original. En tous les cas, à analyser. Vous nous direz aussi dans ce camp, puisque vous avez parlé des clivages, jusqu'où ils vont ces clivages. On vous interrogera aussi sur la droite républicaine. On assiste en ce moment à ces débats. Et puis, vous avez évoqué les questions bioéthiques, d'identité, la société de demain. On y viendra évidemment avec Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. À tout de suite. En direct ce dimanche, Marion Maréchal, et la question est posée par Mathieu Bock-Côté. Alors, c'était ces derniers jours commémoration gaulliste pour le 51e anniversaire de la disparition du général. Alors, que vous inspire d'abord et avant tout ces commémorations nombreuses autour du général? De quoi est-il le nom aujourd'hui et que représente-t-il pour vous? Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce qualificatif gaulliste. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est comme le terme républicain. Moi, aujourd'hui, c'est un terme complètement informe, finalement, puisque tout le monde s'en est emparé, à droite ou à gauche de l'échiquier politique. Et pour moi, c'est surtout un outil aujourd'hui qui sert à délivrer des brevets de respectabilité aux héritiers autoproclamés ou à exclure du cercle de la respectabilité, précisément, d'autres courants, comme par exemple Marine Le Pen ou le Rassemblement national, de manière, je pense, totalement illégitime, d'ailleurs, parce que aujourd'hui, ce mouvement, comme d'autres, d'ailleurs, mais défend
un certain nombre d'héritages du général de Gaulle. Donc je suis assez indifférente à cela, et moi-même, je me suis jamais précipitée à prendre cette étiquette gaulliste, précisément parce que je trouvais les contours étaient assez mal définis. Et je vous le dis d'autant plus sereinement qu'à l'origine, moi je viens d'une famille politique qui est une famille anti-gaulliste. Alors pas d'ailleurs l'antigaullisme de droite n'étant pas un antigaullisme qui naît face aux De Gaulle résistants ou De Gaulle de la Seconde Guerre mondiale, mais sur la question de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de la guerre d'Algérie et sur la manière dont cette indépendance a été menée. Donc j'ai plutôt grandi dans un univers de souffrances, de harkis et de pieds noirs, et donc une image plutôt négative du général, à qui on reprochait même parfois a posteriori son attitude face à Marcel Kébir, ou face à l'épuration. Voilà, donc une construction plutôt, un inconscient, on va dire, plutôt négatif. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai découvert le personnage par ses écrits, notamment, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a en plus un très joli style littéraire. Et c'est vrai qu'indéniablement, quand on est un patriote, on trouve de nombreuses vertus au général de Gaulle. Lesquelles ? Alors déjà, il a placé la France à la table des vainqueurs à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est grâce à lui, et ça n'était pas acquis. Donc déjà, c'est quand même un héritage qu'on lui doit et pour lequel on doit être reconnaissant. C'est un homme qui a une vision géopolitique d'équilibre, qui n'était pas d'ailleurs un atlantiste forcené. Faut-il rappeler qu'il avait refusé de commémorer le débarquement des Américains en Normandie. On l'a peut-être un peu oublié, mais précisément parce qu'il ne voulait pas de cette soumission. C'est un homme, au-delà de la sobriété de son style aussi, qui était plaisante, mais il avait un certain rapport aux institutions, dans le recours au peuple, au référendum, qui était quand même tout à fait admirable, et puis un attachement viscéral à l'indépendance nationale. Et en tout cela, est-ce qu'il était donc, j'allais dire, le miroir inversé du maréchal Pétain ? Le miroir inversé, je ne sais pas, sur ces sujets-là en particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était l'incarnation de celui qui ne se résigne pas, qui n'accepte pas la fatalité, qui refuse les compromissions au moment de la Seconde Guerre mondiale face au gouvernement de Vichy en place. Et donc c'est normal qu'il ait eu de ce fait-là une place particulière, il continue d'avoir une place particulière dans le cœur des Français. C'est pour ça que je vous dis, j'apprécie, j'ai fini par apprécier le personnage, même si sur la guerre d'Algérie, d'ailleurs j'admets même qu'il a eu raison. À l'époque, c'était pas ce que pensait Jean-Marie Le Pen sur l'indépendance de la guerre de l'Algérie, mais qu'il a eu tort sur la méthode. Et que la façon dont il a conduit l'indépendance aujourd'hui continue d'être payée dans le rapport que nous avons aux héritiers du FLN qui ont pu réécrire l'histoire sur la manière, finalement, dont le général de Gaulle a laissé se faire le massacre des harkis et a laissé le FLN prendre la main. Mais du coup, compte tenu de ce que vous venez de dire, vous comprenez qu'on puisse être choqué quand Éric Zemmour semble nuancer le rôle de Pétain ? Alors, je comprends qu'on puisse être choqué, et en même temps, pour en avoir parlé directement à Éric Zemmour, parce que moi-même, j'ai été interpellée parce que tout le monde dit qu'il a une obsession. Je ne crois pas qu'il ait une obsession, mais en tout cas, il a mis le sujet sur la table, parce qu'on lui pose aussi souvent la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense comprendre la démarche, pour en avoir discuté avec lui. C'est-à-dire que lui dit l'ambiance de repentance dans laquelle nous baignons. Le sentiment anti-français qui est celui d'une grande partie des élites françaises et d'une partie malheureusement de la jeune population immigrée. L'espèce de haine de soi qui permet... Il s'agit de regarder l'histoire en face quand même. Non mais je vais aller au bout, je vous explique, j'essaie de relater ce qu'il m'a expliqué. Voilà. La haine de soi sur laquelle prospère finalement l'imposition du modèle multiculturel qui serait forcément mieux finalement que la culture française. Tout ça naît, selon lui, prend racine dans la culpabilité dite collective de Vichy. Voilà. Et que c'est là le cœur nucléaire, le cœur du cancer finalement qui entraîne tout cela. Atteindre cet objectif, on l'a compris, selon Éric Zemmour, d'en finir avec la repentance, est-ce que vous partagez ? Doit-il passer, comme l'ont dénoncé beaucoup dans la classe politique et ailleurs, par une forme de révisionnisme de l'histoire ? C'est ça la question. Pour atteindre cet objectif que vous décrivez, faut-il utiliser un tel moyen ? Alors là où je trouve la démarche intéressante, c'est dans le fait d'essayer d'apporter, et je vais vous répondre sur le fond après, d'apporter de la nuance, c'est-à-dire de dire oui, la France a été à Vichy, mais elle a été aussi à Londres et elle a été en Afrique du Nord. Oui, il y a eu une droite résistante et il y a eu une gauche collabo. Oui, il y a eu une résistance qui était gaulliste et il y a eu une résistance aussi incroyable que ça puisse paraître qui à l'époque soutenait Philippe Pétain. Voilà, donc déjà apporter de la nuance pour pas regarder d'un bloc, ce qu'a fait d'ailleurs pendant très longtemps et De Gaulle et Mitterrand jusqu'à sa mort, qui refusait d'accepter une responsabilité collective
des Français qui, pour des milliers, si ce n'est des millions d'entre eux, ont été exemplaires dans le cadre de la défense et de la protection des Juifs. Après, et là je suis d'accord avec vous, il peut y avoir un débat sur la pertinence de l'angle choisi, ça c'est sûr, et deux, sur la véracité historique de la thèse que défend Éric Zemmour, qui n'est pas une thèse qui fait du tout l'unanimité. Ça, je vous rejoins là-dessus. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais si je m'en tiens à la démarche... Vous êtes d'accord avec l'essentiel, finalement. Vous êtes d'accord avec le fait qu'on ne peut pas passer par cela pour arriver à l'objectif dont... vous évoquez, je pense que c'est intéressant qu'on puisse regarder différents pans de l'histoire, que il s'agisse d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale ou de la colonisation, entre autres choses, enfin de tous ces épisodes finalement historiques qui sont souvent manipulés par la gauche ou utilisés par la gauche pour alimenter la haine anti-française. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir en débattre, apporter de la nuance, de ne pas avoir une vision monochromatique. Après, oui, sur le sujet en tant que tel et la manière dont il est conduit, je suis pas sûr que là, ça a été pertinent. Mais sur le plan politique, justement, sachant qu'on est passé du Zemmour éditorialiste au Zemmour presque candidat, est-ce qu'il n'est pas en train de connaître une forme de diabolisation comme d'autres ont pu la connaître auparavant autour des questions liées à la Seconde Guerre mondiale, dans son cas aussi? Donc, est-ce que finalement, l'enjeu Pétain ne deviendra pas le point de détail d'Éric Zemmour? Ils vont certainement essayer de l'utiliser, ça me paraît indéniable, puisque de toute façon tout est aujourd'hui vichisé, pétainisé, nazifié, c'est la seule arme, si vous voulez, qu'il reste aujourd'hui pour pouvoir délégitimer quelqu'un, puisqu'on n'arrive plus à la question du racisme, de la xénophobie, sont des attaques de la misogynie qui ne prennent plus aussi dans l'opinion publique. Autre attaque qui semblait citer tout ce qui est reproché à Éric Zemmour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, ça c'est l'arme ultime du dispositif pour essayer de délégitimer quelqu'un. Donc vraisemblablement, il en sera la victime. Est-ce qu'il arrivera à s'en défendre? Ça, c'est la campagne qui le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'est pas facilité la tâche, évidemment, en allant sur cet angle-là, bien évidemment. Marion Maréchal, qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'apporter votre soutien à Éric Zemmour lorsqu'il sera candidat? Écoutez, beaucoup de choses, mais la première d'entre elles, et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, c'est que quand je regarde aujourd'hui les forces en puissance, que ce soit côté RN ou côté Éric Zemmour ou d'autres d'ailleurs, je constate que ce bloc, même si on ne peut pas toujours raisonner en additionnant simplement, on arrive à un bloc qui est à 36-37%, soit près de 10 points au-dessus d'Emmanuel Macron. Et donc quand je vois cette opportunité, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à plaider pour une candidature unique derrière le mieux placé. Et ce qui me permettrait de ne pas choisir, si ce n'est le mieux placé que la campagne finalement définira. Donc, et ce qui permettrait de donner le toutes ces pragmatisme. Finalement, c'est le pragmatisme via les sondages qui va guider votre choix. Ce n'est pas une proximité c'est surtout idéologique. Non, mais c'est surtout entre Marine Le Pen et c'est Éric surtout Zemmour. l'efficacité. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Éric Zemmour. Je pense que tout le monde le sait. Je suis aussi issu du Rassemblement national, donc j'ai des fidélités. On note que vous n'avez pas dit que vous avez la même sympathie pour Marine Le Pen. Non, mais j'ai des fidélités et des loyautés évidemment au RN. Ce serait ridicule de ne pas dire le contraire. Donc, bien sûr que je suis aussi dans une situation personnelle, je ne vais pas vous le mentir, qui est une situation délicate. Il n'aura échappé à personne que, par ailleurs, Marine Le Pen étant ma tante, ça ne facilite pas les choses, bien évidemment, dans ce choix. Ce qui est sûr, c'est que je pense que, de toute façon, indépendamment de mes propres états d'âme et de ma propre situation, l'efficacité doit plutôt conduire à ce qu'il y ait cette candidature unique. Sur l'efficacité, comme observatrice de la vie politique, lequel des deux, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, a le plus de potentiel électoral? Écoutez, moi je répondrai pas à cette question précisément parce que si je vous dis ça, de fait, j'en reviens à soutenir l'un ou l'autre, ça me paraît évident. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que la campagne va être finalement une bonne manière de départager les uns et les autres, puisque dans les semaines à venir, on va bien voir dans quelle partie la dynamique s'installe ou non. Mais est-ce que finalement Marine Le Pen et Éric Zemmour sont vraiment les candidats du même camp? C'est-à-dire, Éric Zemmour vient davantage, si on veut le classer politiquement, de la mouvance RPR, de cette droite classique souverainiste. Marine Le Pen, c'est une autre famille politique. Est-ce que pour vous, ce sont les candidats du même camp ou c'est un nouveau camp qui se forme en ce moment? Je sais pas pourquoi, quand vous me racontez ça, ça me fait penser à une anecdote, pas une anecdote d'ailleurs, mais une réflexion que m'avait fait Jean-Marie Le Pen à la mort d'Élie Denoy de Saint-Marc, qui disait que c'était un adversaire du même camp.
Et je trouvais que c'était bien trouvé en ce qui concerne ce personnage. Et donc, d'une certaine manière, je considère malgré tout que ce sont des adversaires du même camp. Pourquoi précisément? Parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure, la redéfinition du clivage aujourd'hui entre, pour simplifier, la droite et la gauche, pour simplifier, se fait autour de la question identitaire. Et de ce fait-là, indéniablement, avec toutes les nuances qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre, parce qu'ils n'ont pas exactement la même position, c'est certain, y compris sur ce sujet, même si l'essentiel est en accord, ils sont manifestement du même camp. Or, je considère que la question identitaire, selon moi, aujourd'hui, est la question existentielle. Oui, mais c'est une différence peut-être avec le Rassemblement national d'aujourd'hui, puisque Marine Le Pen, peut-être a raison, en tous les cas, quand elle voit les préoccupations des Français, insiste davantage sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions sociales qu'elle met en avant, et elle insiste pour dire que les questions identitaires ne sont pas les seules questions dans cette campagne. Donc, selon vous, c'est non, mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. En effet, vous avez raison. Éric Zemmour dit la question centrale, vitale, absolue, c'est la question identitaire, et je vais principalement faire ma campagne là-dessus, même si je ne parlerai pas que de cela. Et Marine Le Pen, en effet, explique et elle s'attache à mettre en avant d'autres problématiques. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, puisque de toute façon, je ne crois pas que Marine Le Pen considère que la question identitaire est un sous-sujet. Elle ne dit pas cela. Donc à partir de là, il n'y a pas pour moi une incompatibilité absolue entre ces deux approches et ces deux stratégies. On marque une pause et vous reviendrez avec la première question. Pardonnez-moi de vous avoir coupé dans votre élan. Nous allons parler aussi de la société de demain. Par rapport à la crise sanitaire, ce qui est en train de se passer, quelle société est en train de se dessiner? Vous avez évoqué également les questions bioéthiques essentielles. À tout de suite pour en parler. Et notre invité ce dimanche, Marion Maréchal. Dans quelques instants, des questions sur la situation sanitaire et surtout la question des libertés, eu égard au pass sanitaire. Mais tout d'abord, encore une question de votre part, Nicolas Barré, sur la partie précédente. Oui, Marion Maréchal, ce thème du grand remplacement, qui d'ailleurs fait l'objet de sondages, 67% des Français disent qu'ils se reconnaissent dans cette théorie. Éric Zemmour en parle, Marine Le Pen n'en parle pas. C'est un clivage entre les deux? On peut parler d'un clivage, je pense que c'est quand même, c'est une question... un clivage, c'est un désaccord. Je ne crois pas qu'il y ait un désaccord de fond sur le constat qui est fait aujourd'hui sur la menace migratoire que représentée aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a une différence dans la manière de le verbaliser. Voilà, parce que certains ont des craintes d'être associés à un terme qui lui-même dit beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses de la vision. Non, mais ça dit des choses sur l'approche, la stratégie, la manière de faire de la politique. Sur le fond, bon, je pense que la menace migratoire, elle est comment dire, admise par les deux. Oui, mais les de deux. là aller jusqu'à dire grand remplacement, vous croyez à cette Après, je théorie? pense que malheureusement, et complètement à tort d'ailleurs, ce terme a été accusé d'avoir une dimension complotiste. Ah oui, ce qui fantasme nauséabond, théorie oui, mais complotiste. sauf que ce n'est pas du tout d'ailleurs ce qu'a dit l'auteur lui-même dans son ouvrage, donc je ne sais pas d'où est parti. Je pense que ça a été un moyen de délégitimer finalement ce terme pour délégitimer la réalité qu'il était censé traduire finalement, et qui a, c'est vrai, une valeur symbolique forte parce que c'est un terme qui est marquant indéniablement, et d'ailleurs qui est attesté par les chiffres. Parce que la réalité, j'en ai noté quelques-uns ici qui sont quand même édifiants et qui sont que des chiffres officiels. Quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui 25% de la population française qui est d'origine immigrée en comptant les deuxièmes générations, ça c'est un chiffre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a aussi les chiffres de France Stratégie, d'ailleurs, qui est un organisme de Matignon. Exactement. Qui atteste d'un basculement démographique, mais comment dire, le poids des mots et la manière de les dire ont quand même une importance dans le débat. Quand on dit grand remplacement, théorie complotiste, dans le sens où il y aurait une théorie organisée d'un grand remplacement voulu, orchestré. Vous parlez des chiffres de France Stratégie. Vous Stratégie. l'avez utilisé cette expression? Je l'ai utilisé, j'ai pas de problème à l'utiliser. J'ai pas de pudeur sur les mots à partir du moment où ils définissent une réalité juste. Et je vois pas pourquoi d'ailleurs je me mettrais dans le cadre défini par la gauche qui nous autorise à utiliser tel mot ou à avoir telle ou telle pensée. Mais quand vous parlez des chiffres de France Stratégie, quand vous avez la droite classique n'utilise pas ce terme. Non, parce que la droite classique c'est soumis au cadre posé par la gauche. Bon, ça c'est leur habitude à eux. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez aujourd'hui, et ça c'est les chiffres aussi de France Stratégie, quand vous avez un tiers des enfants aujourd'hui qui naissent en France, près d'un tiers qui ont au moins un des deux parents étrangers. Je ne sais pas comment vous appelez ça autrement qu'une forme de grand remplacement, sachant que ça ne comptabilise que la deuxième génération, puisque ce sont seulement les parents d'origine étrangère. Quand vous avez, je vous donne deux autres chiffres et je vous assomme pas avec ça, mais entre 98 et 2018, et ça c'est des chiffres de l'INSEE,
Le nombre de naissances d'enfants dont au moins un des parents est étranger a augmenté de 63,6% en France, dont les 2 parents sont étrangers, plus 43%. Donc il y a une dynamique. Nous ne sommes pas dans la contestation des chiffres, nous sommes dans l'utilisation d'une expression qui a aujourd'hui une histoire et un historique qui fleure bon pour certains. Quand même une théorie complotiste. L'historique de Renaud Camus en fait, parce que c'est lui qui a... Ça va pas au-delà de ça. D'ailleurs, ceux qui essayent de raccrocher ça, une fois de plus, à Vichy, à machin, un truc, tout ça est complètement faux intellectuellement. Donc c'est un auteur qui est un essayiste, un romancier, qui a utilisé ce terme pour décrire une réalité qui aujourd'hui est factuellement, prouvée par les chiffres et qui est en plus... ressenti tel quel par une majorité de Français, ça a été dit. Voilà. Après que certains aient des pudeurs sur les mots, parce que évidemment la gauche s'en est émue, ça en soi pour moi c'est pas un objet de polémique. Alors une question a été laissée de côté un peu ces derniers temps, mais revient dans l'actualité, c'est celle du pass sanitaire. Alors vous faites partie de ceux et celles, comme on dit aujourd'hui, qui sont inquiétés de ce pass sanitaire. Vous semblez voir l'annonce, non pas seulement de mesures techniques parmi d'autres, mais l'annonce d'un nouveau modèle de société. Est-ce que je comprends bien vos inquiétudes si je le dis ainsi? Oui, alors déjà pour 2 choses, parce que je pense que le pass sanitaire n'est pas la bonne réponse, au-delà de la question de principe qu'il pose. Pourquoi ? Parce que manifestement ce vaccin n'est pas un outil efficace de lutte contre l'épidémie. Preuve en est, les chiffres en Allemagne, qui est un pays aussi vacciné que nous, à Singapour, qui est au moins autant vacciné, si ce n'est même plus, qui a eu un pic de décès et de contamination fin août. Je pense à un État, notamment le Vermont, aux États-Unis, qui est l'État le plus vacciné, qui a des chiffres. On ne s'engage pas sur un aspect sanitaire qu'on ne maîtrisons pas, parce qu'il protège quand même. Je vais juste aller au bout. Vous avez 8 fois moins de chances de tomber malade si vous êtes vacciné. Laissez-moi aller au bout. Non, mais ne contestez pas ça. Je conteste pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je parle d'un outil efficace de lutte contre l'épidémie en tant que telle. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les chiffres révélés par vos confrères de RTL, 1/3 des hospitalisés qui sont entièrement vaccinés. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil qui, au mieux, c'est donc un outil qui n'empêche pas la contamination, puisque les personnes vaccinées peuvent contaminer et être contaminées. Il y a eu des clusters dans les hôpitaux, on l'a vu, ça a été dit. Il y a même une étude récente de l'Imperial College de Londres qui dit que les vaccinés sont autant contaminants que les autres, donc il n'y a même pas d'unanimité là-dessus. En revanche, ce qui est vrai sur le vaccin, c'est que c'est au mieux un outil de protection personnelle temporaire pour limiter, et ça vous avez parfaitement raison. Ce qui n'est pas rien du tout, ce qui est un aspect Ce qui n'est pas essentiel. rien du tout, ce qui est limiter les risques de cas graves. Et ça, vous avez raison. Néanmoins, à partir du moment où on voit que c'est un outil qui n'est pas efficace dans la lutte contre le développement de l'épidémie, mais qui est un simple outil de protection personnelle, la pertinence du pass sanitaire en tant qu'obligation vaccinale de fait auprès des populations qui ne sont pas des populations à risque perd sa légitimité et sa pertinence. Factuellement, sur le plan sanitaire, pour moi. Ensuite, la deuxième chose, et ça n'est pas moins important, ça me pose un problème de principe monstrueux. Voilà, je sais que tout le monde s'est habitué et que la plupart des gens voient finalement assez peu de contraintes à montrer un QR code et tout. Mais il faut imaginer quand même ce que ça a induit sur le plan des principes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accepté légalement que des personnes puissent être discriminées dans leurs actes du quotidien sur le plan de leurs données de santé. C'est une liberté, a dit le président. Le pass est maintenu pour que vous puissiez... c'est une bonne manière d'inverser. Aller au restaurant pour les restaurateurs. C'est une bonne manière d'inverser. C'est une bonne manière. La vraie atteinte aux libertés, c'est le confinement. D'appeler liberté une mesure profondément liberticide. Est-ce que la vraie atteinte pour la liberté, je vais jusqu'au bout. On a jeté quand même des milliers de personnes à la rue sans indemnité, 15 000 soignants, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors même qu'il eût été beaucoup plus efficace de leur demander des autotests. Parce que la réalité avec ce vaccin, c'est que du coup, les soignants vaccinés ne sont plus testés. Donc, de fait, un certain nombre ont été et sont porteurs du virus et le transmettent. Ça a fait des clusters à l'hôpital. Donc, au final, ça n'a absolument aucune efficacité. Quand vous êtes soignant et au contact de gens fragiles, vous ne croyez pas qu'il faut être vacciné? Non, je pense qu'il y a des obligations vaccinales pour les soignants. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les autotests sont manifestement beaucoup plus efficaces. Parce que quand vous faites un test, vous savez que vous n'avez pas la maladie, que vous n'en êtes pas porteur. Alors que quand vous êtes vacciné et que vous ne faites pas de test, manifestement, puisque ce vaccin, une fois de plus, je le répète, je le rappelle, n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer les autres, vous êtes donc un soignant potentiellement porteur du virus. Il vaut mieux être vacciné que pas vacciné. Mais entre certainement. Oui, mais d'accord, madame, mais entre je fais le test et je suis sûre de ne pas l'avoir et je suis vacciné et j'ai moins de chances de contaminer. Et la vraie question, celle des libertés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question... La plupart des Français se sont habitués à cela, Marion Maréchal.
Maréchal. Mais ça m'est totalement égal que la plupart des Français soient habitués à ça. C'est pas un argument pour moi. Je veux dire, c'est un système donc, qui discrimine les gens sur le plan des données de santé. Donc on a mis le doigt là-dedans, on sait où ça commence, on sait pas où ça s'arrête. C'est un système qui est un contrôle de citoyen à citoyen. Ça veut dire que c'est les autres citoyens qui contrôlent les données de santé des autres citoyens. C'est un système de traçage numérique généralisé, voilà, avec tout ce que ça peut induire si un jour ça tombe dans de mauvaises mains. Et on a bien vu par ailleurs que la protection de ces données, que ce soit sur le plan des tests ou des vaccinations, n'était pas protégée. Il y a eu de très nombreux hackings qui ont été révélés par la presse. Donc ce que je veux dire, c'est que ça me pose un problème de principe majeur que je crains, et je m'engage peut-être même à prendre date avec vous d'ici quelques années, que ce système qui a aujourd'hui été accepté par notre système politique soit demain utilisé pour d'autres choses, et pourquoi pas d'ailleurs pour la question écologique. Puisque demain, on expliquera que les questions écologiques sont un sujet vital, majeur, que donc pour des raisons de solidarité, il faut contraindre les gens à certaines pratiques, limiter certaines activités, appeler le contrôle, le traçage, voilà. Donc je vous le dis juste, il faut se méfier de ce dans quoi nous sommes tombés. Et par ailleurs, je pense que ce pass sanitaire, non seulement me pose un problème de principe majeur, mais en plus, probablement, n'est pas la bonne réponse, en tout cas en ce qui concerne les publics qui ne sont pas des publics à risque. On est arrivé à la fin de cette émission, mais je suppose que vous êtes vacciné et vous disposez d'un pass. Alors je refuse de répondre à cette question par principe. Voilà. Parce que je trouve ça insupportable de devoir me justifier. C'est une forme de violation de l'intimité de vous poser je trouve ça une telle insupportable question. de devoir expliquer quelles sont aujourd'hui les maladies que je porte, les vaccins que j'ai faits. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de problème de principe avec le vaccin. Ma fille a fait ses 11 vaccins obligatoires, donc je ne suis pas une anti-vax primaire. Et je trouve d'ailleurs assez illégitime de réduire cette question de principe du pass à une question d'anti-vax, parce que pour moi, c'est deux sujets complètement différents. Merci Marion Maréchal d'avoir été notre invitée pour ce grand rendez-vous de ce dimanche. Je remercie mes camarades évidemment, Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Rediffusion de cette émission, c'est ce soir à 20h sur CNews, et on vous souhaite tous un très bon dimanche sur nos deux